C'est le temps d'accueillir encore une fois les professeurs émérites, les grands guides de ces étudiants, Pierre-Majoric Léger et Sylvain Sénécal, mesdames et messieurs. On les applaudit bien fort. Notre force ici à HEC, c'est de mobiliser la donnée pour informer les concepteurs et utiliser la méga-donnée qui émerge de vos interactions. Et ça, en utilisant les neurosciences. Ici, puis la transition avec la présentation de Mina, je pense qu'elle est parfaite ce matin, c'est vraiment d'être capable de mobiliser la donnée pour ensuite la convertir dans une approche multiméthode plus qualitative. On va vous parler de choses très quantitatives, mais sans jamais oublier l'aspect qualitatif. Donc, on ramène souvent l'utilisateur à la fin de nos expériences, de nos tests, puis lui parler pour comprendre ce qu'il a vécu. Puis, dans le fond, à quelque part, les points de friction, ça aide l'utilisateur à se rappeler où est-ce qu'étaient les problèmes. Moi et Sylvain, on vient de deux mondes différents. Moi, je viens du domaine des interactions humain-machine en technologie de l'information. Je suis prof en TI et je m'intéresse souvent aux employés, à l'expérience utilisateur des employés. Moi, les employés... Moi, je viens du marketing. Le marketing, évidemment, ça s'intéresse aux employés qui travaillent en marketing, mais ça s'adresse surtout aux consommateurs, donc à ceux qui achètent et qui utilisent les produits. Quelque part, les recherches qu'on vous présente aujourd'hui, l'applicabilité de ça est tant dans le domaine du marketing que dans le domaine de l'utilisation de gros systèmes. Et l'idée, c'est d'être capable d'arriver avec des méthodes qui nous permettent de mieux comprendre ce que vivent les utilisateurs intérieurement, de mieux comprendre leurs points de friction. Il y a beaucoup de gens qui ont collaboré à la présentation que vous allez voir dans un instant. C'est un assemblage de différents mémoires et de travaux de recherche qu'on a menés avec nos professionnels. Je ne vais pas vous lire tous les noms, là, mais tous ces gens-là, quelque part, là, on vous remercie à l'avance de votre collaboration intellectuelle à cette présentation. Commençons par une analogie. On nous demande souvent d'expliquer en des mots simples ce qu'on fait, nous, en laboratoire. Et Marc Fredette, notre collaborateur ici, est arrivé avec, je pense, l'analogie la plus facile à comprendre sur qu'est-ce que c'est un test en laboratoire, un test utilisateur. Un test utilisateur, essentiellement, c'est essayer de trouver des nids de poules dans une rue. Hein? On sait qu'il y a une rue, on sait qu'il y a des nids de poules, mais nous, on est des chercheurs, on n'est pas des utilisateurs, on n'est pas sur la rue, on observe des gens dans la rue, puis on les fait circuler en auto sur la rue pour être capable de détecter à quel moment, puis dans quelle mesure les nids de poules sont importants dans la rue. Mais il fait sombre, c'est le soir, hein? Nous-mêmes, on ne peut pas voir les nids de poules. L'utilisateur, lui, il y vit les nids de poules en interagissant sur l'interface. Et dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il vit. Donc, on est complètement pitch dark, là, hein? On essaie de voir à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur de l'utilisateur, ce que cette personne-là vit intérieurement lorsqu'elle vit cette expérience-là. Puis des fois, la route peut être longue, là. Mais imaginez-vous, je ne sais pas, on travaille souvent avec D-Box. Hein? Un film, ça peut durer 2 heures. D'être capable de revenir dans l'expérience et de dire à quel moment tu as aimé ça ou à quel moment c'était moins optimal. Ou lorsqu'on travaille avec CAE sur des 4 heures en pilote d'avion dans un simulateur. C'est très difficile pour un humain, rétrospectivement, de se dire, de nous expliquer qu'est-ce qu'il a réellement vécu, à quel moment, c'était quoi l'ampleur de ces problèmes-là. C'est difficile parce que, en tant qu'humain, on est limité. Donc, on a une capacité cognitive limitée, mais aussi on a des biais. Donc, tous les biais qu'on a parlé de ce matin, il y a des choses peut-être qu'on ne veut pas dire. Tu en avais tellement de nids de poules que je suis gêné de t'en parler. Parce que ton interface n'était pas bonne. Puis là, tu m'as payé pour te dire des affaires, mais là, c'est un peu trop. Ces limitations-là font en sorte que quand on demande aux gens, après coup, comment ils ont vécu l'expérience, les points de friction, on parle de points de friction, c'est pour ça qu'on parle de nids de poules, on trouve à peu près juste 25% des nids de poules quand on demande aux gens de nous dire ce qu'ils ont vécu de négatif durant l'interaction. Bien, si votre travail, c'est d'arriver qu'il n'y ait plus ou vraiment pas beaucoup de nids de poules, bien, il y a un 75% qui n'est pas capté. Donc, votre route, elle ne sera pas plus belle là, avec juste ces méthodes-là. Donc, il y a des méthodes qu'on peut utiliser pour complémenter ça. Donc, on a un premier biais, le biais rétrospectif. L'autre biais, c'est le biais de désirabilité sociale. Hein? On est là, on va demander à la fin de l'expérience, on va utiliser des échelles. On va demander aux gens dans quelle mesure, par exemple, c'était facile à utiliser notre logiciel, notre site web. Et on pourrait nous dire, par exemple, l'utilisateur va nous dire « Ah, bien, c'est une expérience de 3 sur 5 ». Ça veut dire quoi vraiment 3 sur 5? Est-ce que la personne a trouvé ça difficile au début, facile à la fin, ou peut-être qu'elle pense en réalité que c'est un 1, puis elle ne veut pas nous dire que notre site web, il n'est pas vraiment beau, mais on la paye pour faire l'expérience. Donc, l'idée ici, c'est que
ça nous prend quelque chose pour aller au-delà de ces billets-là, puis d'être capable de capter ce que vit automatiquement et inconsciemment l'utilisateur dans son interaction. D'où la présence de ce qu'on utilise au laboratoire, les mesures neuroscientifiques. Donc, on va vous parler de différentes mesures, mais essentiellement, c'est pour ouvrir cette boîte noire-là, qui est l'utilisateur. Une partie de la présentation va d'abord être un peu pédagogique parce qu'on aurait bien aimé vous amener tous au laboratoire ce matin, mais ça peut être difficile. C'est un petit espace étroit. Fait qu'on a beaucoup de vidéos pour vous présenter qu'est-ce que ça veut dire mener un test en utilisant ces mesures-là. Mais avant, on va s'entendre sur une définition de l'expérience utilisateur. Qu'est-ce qu'on tente de mesurer dans l'expérience utilisateur? Bien, on tente de comprendre ce que vit intérieurement la personne dans son expérience. Et il faut éviter de définir l'expérience comme uniquement la partie d'interaction avec l'interface. L'expérience commence fréquemment bien avant l'interaction et se termine bien après. Donc, un exemple, on va utiliser une analogie, puis ensuite Sylvain va utiliser un exemple avec un partenaire récent au laboratoire. Un exemple que moi j'ai utilisé, c'est l'exemple du menu lorsqu'on va manger au sushi. Souvent, disons, les restaurants de sushi n'ont peut-être pas beaucoup de créativité. Ils vont avoir le biais dont parlait Emmanuel tout à l'heure, de remplir du vide. Et si on avait à évaluer la qualité de notre expérience pour aller dans un restaurant de sushi, et si on avait à limiter uniquement la partie évaluée au menu, bien, on pourrait s'entendre ici que ce restaurant-là, peut-être, n'aurait pas une très bonne note dans notre évaluation. Alors qu'en réalité, lorsqu'on va au sushi, l'expérience, c'est pas ça. Hein? On anticipe l'expérience, on y va en bonne compagnie, on se présente, peut-être qu'il y a une super ambiance, on va commander, on va avoir hâte de déguster, il va y avoir les sensations gustatives. Ensuite, on va se rappeler de notre expérience, on va en parler dans l'auto, puis on va en parler le lendemain à des collègues. L'expérience totale d'aller manger du sushi a commencé bien avant et se termine bien après. Et c'est le cas avec la majorité de vos interfaces. Prenons un exemple. Par exemple, une fondation. Donc, Fondation Sainte-Justine, évidemment, ils veulent qu'on fasse des dons, c'est une bonne cause. Puis, si on pense uniquement à l'interface, bien, c'est ça qu'on va optimiser. Mais dans le fond, ça, c'est une partie de l'expérience. Puis, ça revient à ce que Manuel disait ce matin, Amazon. Le début de l'expérience, ce n'est pas la visite sur le site web, c'est peut-être avant les attentes, etc. Puis, la fin, ce n'est pas le bouton achat. C'est quand tu reçois le produit, c'est le bon produit. Fait que si on pense à un don, le début, c'est pas ça. Le début, c'est ça. Vous allez voir une publicité, une grosse affiche, une campagne qui va dire « Écoutez, c'est pour ça qu'on a besoin de votre argent, puis ça nous touche. » Puis la fin de l'expérience, c'est pas l'interface, c'est ça. À tous les mois, vous allez voir sur votre, sur votre bill de carte de crédit « Fondation Sainte-Justine ». Puis là, bien, il y a des choses aussi à faire pour agrémenter cette occurrence-là, puis que ça demeure longtemps, dans le fond, pour pas qu'il arrête après 3 paiements, pour qu'il continue. Donc, l'expérience, c'est vraiment un tout, là. C'est pas juste au niveau numérique. Il y a vraiment des attentes de l'utilisateur jusqu'à la fin, sa satisfaction, son intention de revisiter, de refaire, de réacheter. Donc, c'est cette compréhension-là qu'on veut, et non pas juste celle centrée sur un artefact ou une interface. Est-ce qu'on parle d'expérience utilisateur, d'expérience client, mais à la fin du jeu, c'est le même humain. Là. Et d'être capable d'avoir des méthodes pour comprendre ce que vit intérieurement notre humain dans son expérience, bien, c'est ce que notre approche, qui mobilise essentiellement les réactions physiologiques, neurophysiologiques des utilisateurs, et d'être capable de ramener avec très grande précision des informations sur à quel moment et où dans l'interface l'expérience n'est pas optimale. Donc, on va vous donner plusieurs exemples, mais avant ça, on va, un peu comme des bons profs d'université, on va être pédagogue, on va vous donner pas à pas avec un vocabulaire qu'on va utiliser ensemble pour bien voir comment on va représenter ces points de friction-là dans la suite des choses. Juste grosso modo, là, ce qu'on utilise comme mesure, ça a 3 dimensions, si on veut. Donc, on s'intéresse aux réactions cognitives. Donc, on va parler de charge mentale, par exemple. On s'intéresse aux réactions attentionnelles. Donc, souvent, c'est relié à l'oculométrie, donc enregistré où la personne regarde. On va vous montrer des choses reliées à ça. Et aux réactions émotives, émotionnelles. Donc, comment la personne, elle ressent ces interactions-là. La façon qu'on fait ça, on utilise toutes sortes d'outils technologiques pour faire ça, provenant des neurosciences, encore une fois. Ça génère énormément de données, de la donnée bruitée. Il y a beaucoup d'extraction, de codification de données. Puis on travaille beaucoup à améliorer ce processus-là pour le rendre vraiment rapide. Maintenant, il est vraiment rapide. Il y a 5 ans, on vous aurait dit autre chose. Grâce à des collaborateurs comme Marc, ça fait en sorte que la donnée, elle est bien crunchée.
Et ça génère beaucoup de données. Et cette donnée-là, nous, notre défi, dans le fond, c'est d'amener cette donnée-là de façon digeste à des décideurs pour qu'ils prennent les bonnes décisions de design. Prenons un exemple. On va prendre 3 exemples essentiellement de mesures qui vont nous apporter là, des réponses à ces 2 questions-là importantes. À quel moment et où dans l'interface l'expérience n'est pas optimale? Commençons par, là je vais contrôler la suite des choses pour mes slides. D'accord. D'accord. On s'entend toujours très bien. D'habitude, on s'entend super bien. OK. Le premier élément, c'est l'intensité émotionnelle. Donc, l'idée ici, c'est de mesurer dans quelle mesure la personne, dans un spectrum de calme à très excité, dans quelle mesure la personne, l'utilisateur, va avoir une réaction émotionnelle. On ne veut pas dire nécessairement qu'elle est positive ou négative. On va juste dire c'est son niveau d'intensité qu'on veut mesurer. Pour mesurer ça, on utilise quelque chose qui se nomme un senseur électrodermal. Donc, ça ressemble à ça ici. C'est un petit capteur sans fil qu'on installe sur le bras de la personne et on place ensuite des électrodes dans la paume des mains de l'utilisateur. Donc, bienvenue dans notre lab. On a quelques vidéos là, informatives pour montrer comment ça fonctionne. Donc, l'utilisateur, on doit lui placer dans la paume des mains 2 senseurs et après... C'est compliqué de faire les 2 en même temps. Hein? Après, on va lui installer un appareil qui se nomme un galvanomètre et on va brancher les senseurs. Essentiellement, ce qu'on va mesurer ici, c'est la microsudation, c'est le niveau de conductivité entre les 2 électrodes qui va nous donner son niveau d'intensité émotionnelle. C'est un signal très lent, hein, qui a une belle courbe, mais qui est très réactif. Essentiellement, entre le moment où vous allez voir un stimuli qui va vous générer une réaction émotionnelle, on a à peu près là, entre 1 à 3 secondes là, où la réaction de la personne va être clairement affichée. Donc, par exemple, lorsqu'on l'utilise en contexte d'interaction, on a la personne avec sa main non dominante qui est branchée, qui interagit sur un site web. Et en parallèle, nous, on va enregistrer derrière sur un équipement et on voit la courbe là, que vous avez ici derrière, la réaction de la personne lorsqu'elle interagit avec l'interface. Donc, il est possible de revenir précisément sur des moments de haute intensité croisés avec le reste des données tout à l'heure pour être capable de dire à quel moment la personne, lors de son interaction, a pu avoir une réaction émotionnelle. Mais tout ça ne nous informe pas de la directionnalité de l'émotion. On sait juste que c'est une émotion intense. Hein? Si vous êtes dans une montagne russe puis que vous êtes intense ou si vous êtes au service à la clientèle puis vous êtes frustré, vous allez avoir le même signal. Ça nous prend quelque chose d'autre pour nous informer de la directionnalité. Ouais. L'élément manquant, c'est la valence émotionnelle. Donc ça, c'est plaisir, déplaisir. La façon de faire ça sans que ça soit intrusif, parce qu'avant, c'était pas un logiciel qui faisait ça, c'était vraiment des senseurs comme on avait sur la main, mais dans le visage, ce qui n'est pas super le fun. Ça, c'est plutôt un logiciel qui va, avec la webcam et de l'apprentissage machine, va superimposer une grille sur le visage de la personne et avec les contractions musculaires, on a beaucoup de muscles dans le visage, différentes contractions, ça va nous donner le signal de l'émotion. Donc, il y a des émotions discrètes qui peuvent être identifiées, comme la joie, dans ce cas-là, la grande barre verte. Là. Sinon, c'est neutre, la barre grise, puis tout dépendant des émotions, bien là, ça peut être un peu plus négatif. Puis dans le fond, quand on parle de valence émotionnelle, on groupe ensemble les émotions négatives, puis on groupe ensemble les émotions positives, puis on a cette belle droite-là qui nous dit, bien, j'étais dans la montagne russe, j'avais pas de fun du tout, ou j'étais dans la montagne russe et je souriais. Vous voyez? Là, on a les 2 informations là, nécessaires. Comment c'est fait, ces choses-là? Mais c'est basé sur des unités d'analyse qui sont, dans le fond, identifier des muscles précis dans le visage, puis quand ces muscles-là contractent, bien, on a des informations. C'est basé sur la recherche que Ekman a fait sur les émotions universelles, puis les 6 émotions de base. Donc, ici, il y en a plusieurs, mais évidemment que ça, c'est compliqué, tout ça. Ce qui est plus simple, c'est de dire, OK, le plaisir, c'est quoi? Mais dans le fond, c'est l'occurrence de 2 types de contractions musculaires qui fait que ça, c'est clairement du plaisir. Okay? L'autre, la surprise. Là, c'est plutôt la contraction des muscles du front, par exemple, des sourcils, qui fait que, là, c'est clair, c'est la surprise. Okay? Donc, encore une fois, valence, positif, négatif, intensité. On commence déjà à avoir beaucoup d'informations sur la réaction émotionnelle des utilisateurs sans devoir leur demander.
Et au laboratoire, on a un logiciel qu'on utilise qui s'appelle Face Reader qui permet de faire ça, seulement que la webcam. Donc, ça se fait avec tous les appareils, ça peut même se faire à distance. Et dans ce cas-là, David, qui est notre poster boy habituel, son interaction avec l'interface, vous voyez ici, il y a un pic positif, donc il y a un sommet, là, il y a beaucoup de plaisir, il a trouvé l'objet qu'il cherchait, je ne sais pas c'est quoi. Par contre, à un moment donné, plus tard, il y a peut-être de la difficulté à rentrer son code postal dans le formulaire, puis là, oups, c'est négatif. Okay, donc, ça nous permet, sur une ligne du temps, de voir, dans le fond, c'est où ces moments-là. Puis quand on parle de points de friction, on parle clairement des bas, là, pas des sommets. Les sommets, c'est bien, mais les bas, c'est ça qu'on veut éliminer, dans le fond, en identifiant les points de friction. On a répondu à 2 éléments qui nous donnent des informations sur le quand. Le où est important. Hein, lorsqu'on conçoit une interface 2D, 3D, on a besoin de comprendre quelle est la source, qu'est-ce qui cause l'élément qui n'est pas optimal dans l'interaction. Une manière de l'obtenir, c'est, on peut observer, évidemment, l'utilisateur, mais une manière non intrusive et très objective, c'est d'utiliser un oculomètre. Donc, ce que vous avez ici, au bas de l'écran, sous l'écran, c'est un appareil qui, lorsque calibré, permet de mesurer là, en X et en Y avec précision l'endroit où regarde un utilisateur. Donc, vous l'avez ici avec plus de précision. C'est le petit appareil qui se place soit sur un laptop, soit sur un écran d'ordinateur. On peut même l'utiliser pour évaluer l'attention sur une tablette ou un téléphone. Mais l'idée ici, c'est qu'à tout moment, on a une très bonne idée de où le regard de l'utilisateur se porte. Donc, par exemple, on utilise notre propre site web ici à HEC. Vous voyez le rond qui est là, essentiellement, c'est la fixation oculaire de l'utilisateur et il se déplace sur le texte et les lignes que vous avez entre les ronds, ce sont des saccades. Donc, nous, les humains, là, essentiellement, pour être capable de lire avec précision, de décoder des symboles, il faut fixer quelques instants et on déplace notre regard et vous voyez là, qu'il y a de microsaccade en microsaccade une lecture fluide à l'écran. Donc, vous avez ici, là, ça permet, entre autres, de bien comprendre la stratégie visuelle d'un utilisateur à l'écran. Hein. Qu'est-ce que l'utilisateur a regardé en premier, dans quel ordre il a regardé les choses, de comprendre vraiment l'heuristique derrière la recherche de l'utilisateur à travers la page. Donc, une information essentielle pour être capable de répondre à la question « où ». Une autre information qu'on peut avoir avec l'oculométrie, c'est la charge cognitive. La dilatation de la pupille nous informe sur, dans le fond, est-ce que votre cerveau est en train de travailler très fort ou pas. Okay? Donc, si par exemple, je vous demandais 2 x 3, on a mémorisé ça, on n'a pas besoin de le calculer, c'est juste une image qui nous vient en tête, on a le chiffre. Si je vous demande quelque chose de plus difficile, 14 x 17, là, votre pupille dilate parce que là, on se met à OK, qu'est-ce que ça donne, etc. Okay? Donc, l'oculomètre, en plus de nous dire où se situe le regard, peut aussi nous informer sur la charge cognitive de l'utilisateur au moment de sa fixation. Tout ça mis ensemble, l'important, c'est de synchroniser les méthodes. Puis si un jour, vous êtes déjà demandé ce que ça veut dire Tech 3 Lab, le 3 veut dire triangulation. Donc, l'idée, c'est de raconter des histoires riches avec beaucoup d'informations. Donc, autant des informations sur l'émotion, la cognition, l'attention visuelle. Et l'idée, c'est de ramener tout ça au même moment, d'être capable de comprendre ce qu'a vraiment vécu l'utilisateur. La synchronisation, ça a l'air simple comme ça, mais c'est compliqué. Puis, on l'annonce? On a un brevet sur la synchronisation des données qu'on a développé à HEC. Donc, c'est le premier brevet d'HEC, puis ça a été confirmé cet été. Donc, merci d'ailleurs les nombreux collaborateurs sur le brevet, donc François Courtemanche, là, qui doit être quelque part dans la salle ici, donc il est le principal auteur de ce brevet. Donc, tout ça mis ensemble, on a tous les ingrédients de notre recette. Hein? Donc, on n'a oublié pas, là, on a commencé la présentation en vous parlant de points de friction. L'idée, là, c'est qu'on a maintenant un vocabulaire, on a des mesures pour être capable de comprendre la co-occurrence de certains de ces états-là, pour comprendre et identifier des moments qui ne sont réellement pas compatibles. Essentiellement, ce qu'on veut voir, c'est être capable de capter de manière automatique et inconsciente des moments qui ne sont pas compatibles avec votre expérience, comme quelque chose qui vous causerait une haute charge mentale, de la fatigue, de l'ennui, éventuellement de la frustration. Toutes sortes d'informations, finalement, que vous ne pourrez jamais obtenir via Google Analytics. Là, hein? Ça va vous dire où on va, dans quelle page, mais le côté comportemental ne vous informera jamais de ce que vit réellement votre utilisateur.
On va utiliser une analogie pour parler de point de friction, c'est la pointe du crayon. Donc, partout là, dans notre présentation, vous allez voir, là, va revenir notre idée qu'essentiellement, on veut éviter à l'utilisateur de se faire mal avec la pointe du crayon. Puis éventuellement, on va terminer la présentation en se disant comment on pourrait faire en sorte que le crayon soit un petit peu moins pointu. Hein? Donc, l'idée ici, c'est de trouver ces moments précis-là où l'utilisateur va peut-être être prêt à avoir quelques points de friction mineurs dans l'expérience. Il y a certains autres moments où vraiment on a besoin de s'y attaquer. Hein? Puis de comprendre à quel moment là, on a le crayon, on se fait planter le crayon dans la main, c'est important. Le problème, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le biais rétrospectif. Malheureusement, même l'utilisateur est rarement capable de nous ramener précisément au moment où il y a eu ce point de friction-là. Donc, une façon de mettre ça ensemble, vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait de mesures différentes. Là. Si vous mettez la valence et l'intensité émotionnelle dans un beau cadran. Hein? On aime ça à l'université, nous autres, les cadrans. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on veut éviter d'être dans le no man's land du UX. Hein? Surtout lorsqu'on fait des applications utilitaires, si on est une banque, compagnie d'assurance. La dernière chose que vous voulez, c'est créer des expériences qui vont faire en sorte que vous êtes à la fois activement, l'intensité émotionnelle est dans le plafond, et en plus, vous créez une expérience négative, émotionnellement négative. Hein? Souvent, le défi, puis on vient nous voir, puis on dit « Ah ouais, comment je pourrais créer une expérience excitante, d'être à droite dans le cadran? » C'est pas le but, là. Rarement, les gens vont aller sur le site d'une banque pour être excités. Mais la dernière chose que vous voulez, c'est que la personne décroche puis change de site web parce qu'elle a vécu une expérience qui est frustrante dans l'interaction. Donc, ce qu'on cherche dans le contexte de l'interaction, puis dans les graphiques que vous allez avoir dans un instant, on va chercher des grosses bulles hautes dans le graphique. Hein? Dans le fond, on va chercher des points de friction, on va chercher des moments d'intense émotion qui s'accompagnent avec une valence négative, donc un déplaisir. Hein? Vous voyez que plus c'est négatif, plus c'est gros. Donc, on va chercher des gros points dans le graphique très hauts et on va essayer d'aller les qualifier de manière qualitative. On va revenir dans le fichier, on va regarder qu'est-ce que la personne faisait au moment d'avoir ces interactions-là négatives. On va vous donner plusieurs cas, donc des projets qu'on a fait avec différents partenaires. On va taire les noms pour la plupart. Lui, il est plus difficile à taire. Mais on va vous montrer différents résultats de points de friction. Ici, on peut le nommer, là, c'est l'épicerie en ligne, parce que ce n'est pas notre partenaire, c'est son concurrent. C'est pas grave s'il y a des points de friction. L'idée de ce projet-là, c'était d'avoir des utilisateurs qui viennent au lab. On paye leur épicerie pour la semaine. Là, ils magasinent leurs propres trucs. C'était des gens qui habitaient seuls parce que nos budgets sont limités. C'était pas des familles de 5. Puis l'idée, c'était de les suivre du début à la fin de la visite sur le site, donc login, etc., paiement. Puis voir dans le fond, est-ce qu'il y en a des points de friction? Puis si oui, ils sont où? Puis qu'est-ce que les gens nous disent après aussi pour ces points de friction-là? Ce que vous voyez, c'est une courbe dans le temps. Les couleurs représentent les étapes que les gens ont faites. Donc, des fois, les gens faisaient ça de façon très linéaire, une étape après l'autre. Dans ce cas-là, vous voyez qu'il commence avec une étape qui est le magasinage. Donc, il cherche son brocoli. À un moment donné, il réalise qu'il faut qu'il se logue pour donner l'adresse de son épicier le plus proche pour ensuite repasser puis faire son magasinage après. Les gens étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Et de façon automatique, avec les mesures qu'on vous a montrées, on est capable d'identifier des points de friction. Donc, les carrés rouges sont des points de friction. Et évidemment que inscription à l'adresse courriel, ça, il faut aller, on identifie le point de friction. Ensuite, on va voir la séquence vidéo. Ah, il est en train de remplir son courriel, puis là, on met un beau étiquette sur ce point de friction-là. Là, vous voyez que celui-là, on a eu plusieurs. Donc, c'est une expérience assez normale, dans le fond, qu'il y ait quelques points de friction. Puis, l'idée, c'est de dire, une fois que j'ai ces points de friction-là, puis ça se répète à travers plusieurs utilisateurs, je l'ai, ma liste de priorités. C'est ça qu'il faut que je règle en premier. Donc, je n'ai pas besoin de tout refaire mon site ou de changer une section complète. C'est peut-être juste une boîte dans une page qui est le problème. Donc, les outils qu'on utilise nous permettent d'identifier clairement ce que les gens vivent, mais aussi où est-ce qu'ils vivent sur le site. Et ça aide évidemment pour la suite des choses. Et il y a des choses assez extraordinaires qu'on a découvertes aussi. Donc là, c'est une autre personne. Cette personne-là, tout va très bien. Vous voyez, il n'y a pas de carré rouge, mais il y en a à la fin. Puis à la fin, on est beaucoup dans la création du compte puis le paiement. Et de façon assez extraordinaire,
Quand ensuite on fait l'entrevue avec la personne, on lui dit cette phase-là, comment c'était pour toi? Et ça, c'est ce qu'elle nous dit. Aucun stress. J'ai rentré ça a super bien été. Là, il nous dit le contraire de ce qu'il a vécu. Parce que des biais, ça existe. Imaginez, là, vous faites un test, vous êtes dans le laboratoire, on vous dit de faire ça, puis là, il y a quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire, c'est super compliqué. Votre corps le ressent, évidemment, vous ne le dites pas. Peut-être que vous vous trouvez incompétent. Vous dites, bien, voyons, ça devrait marcher, il me semble, c'est une grosse compagnie, c'est peut-être moi le problème. Ensuite, on vous demande comment vous êtes senti à ça. Et là, peut-être juste pour remonter votre ego, vous dites, oh, ça a bien été, pas de problème, ça a très, très bien été. Vous voyez, fait il y a des biais comme ça qui sont difficiles à enlever avec la recherche qualitative qui, dans le fond, nous permettent d'aller creuser aux bons endroits. Et ce n'était pas le seul, là. D'autres points de friction au niveau de la recherche, la personne nous dit « J'ai aimé ça, cette partie-là, c'était super, j'ai trouvé mon brocoli. » Peut-être qu'il ne l'a pas trouvé. Okay? Et évidemment, il y a d'autres cas d'usage. On va vous en présenter quelques autres aussi, où est-ce que les points de friction ont été une méthode vraiment intéressante parce qu'on n'aurait pas pu trouver, dans le fond, le problème avec d'autres méthodes. Ça, c'est assez intéressant. C'est un détaillant que je ne nommerai pas et qui a une application mobile et un site web. Et ils sont équivalents dans le sens qu'on peut faire les mêmes tâches sur les deux. Okay? Et ça, c'est une tâche précise que l'utilisateur devait faire. Les gros points noirs, c'est les points de friction identifiés. Okay? Donc, sur l'application mobile, chaque 2 lignes est un participant. Donc, il y a à peu près un point de friction par participant. Pas mal à la même place au début. Après, ça va super bien. Okay? La même tâche, sur le site web, là, il y a un festival de points de friction. Il y en a beaucoup plus. Puis, dans le fond, à l'entrevue, après, quand on leur demandait après la tâche, entre les 2 plateformes, laquelle tu préférais pour faire cette tâche-là, évidemment que l'accumulation des points de friction, ça vient que ça se sent. Et la personne va préférer l'interface avec le moins de points de friction. Donc, oui, quelques points de friction, ça peut être, les gens peuvent l'oublier, mais quand il y en a beaucoup, bien là, ça va influencer leur attitude par rapport à la tâche sur cette interface-là. Un autre exemple dans un autre contexte, celui-ci, on parle de genre d'affaires. Donc, je suis un entrepreneur, on me recrute pour venir à un test utilisateur. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je fais ça pour le bien-être de mon fournisseur. Je viens, je fais les tests, tout ça. Puis, si on n'utilise pas cette méthode-là de point de friction, ce qu'on trouve dans les résultats, c'est que tous les participants disaient « Oui, je suis très satisfait ». Donc, ils avaient, à un moment donné, dans la tâche, ils avaient à consulter une liste de services offerts aux entreprises. Donc, la liste un peu que vous voyez là. Et quand on leur demandait après, cette section-là, ça a bien été, tout le monde dit oui, c'est parfait, pas de problème. Pourtant, quand on regarde les points de friction, il y en a eu beaucoup. Donc là, le biais est par rapport potentiellement à la clientèle. Ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde, c'est des entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de temps, puis que là, ils ont hâte de finir le test pour aller à leur vraie priorité. Puis quand tu leur demandes quelque chose, oui, pas de problème, c'est beau. C'est good enough. Tu sais, mais dans le fond, ils ont eu des problèmes sur cette partie-là de la tâche, mais ils n'ont pas le temps de vous le dire. Fait qu'ils veulent passer à autre chose. Un autre contexte, celui-là, c'est une application mobile où est-ce qu'il y a une tâche à faire sur l'application mobile, puis il y a 2 bannières. Une bannière utilitaire, ce n'est pas une bannière de publicité, c'est une bannière qui vous aide à faire la tâche. Donc, une bannière format court et format long. Donc, un test AB dans le fond. Okay? La même tâche, mais avec 2 bannières différentes. Et encore une fois, c'est difficile, sans les points de friction, de décider lequel des 2 formats est le meilleur parce que l'opinion était vraiment partagée. La moitié des utilisateurs disaient « Ouais, la tâche, ça a super bien été, puis de cette façon-là, moi, j'aime mieux la bannière A. » Et un autre groupe disait « Non, j'aime mieux la bannière B, vraiment équilibrée. » Tu fais quoi? Okay? Puis quand on regardait les points de friction, clairement, ceux qui ont eu le moins de points de friction, c'était avec la bannière longue, parce qu'ils avaient un petit peu plus d'informations, et ça les aidait à compléter leurs tâches sur l'application. Encore une fois, ce n'est pas de la mauvaise volonté là, des participants. Là. Dans ce cas-là, ils étaient très clairs sur « j'aime mieux celle-là » ou « j'aime mieux celle-là », mais c'était tellement partagé qu'il faut un autre niveau d'analyse pour trouver la réponse.
On a eu la chance cet été de faire un projet d'exception. Là. Il y a Charles Lamontagne qui est dans la salle, qui était l'étudiant de maîtrise dans le projet, avec les gens de Deloitte, où on a utilisé la technique des points de friction pour faire un pré et post, c'est-à-dire de tester une première version d'une interface et de retester après les changements pour, dans le fond, utiliser ça comme marqueur très empirique de l'efficacité du changement qui a été exécuté. Et essentiellement, l'idée, c'est que ce qu'on a eu la chance de tester, c'est dans un contexte de déploiement de systèmes. Notre partenaire Deloitte travaille beaucoup à implanter des systèmes de gestion, comme par exemple des CRM, des systèmes de gestion intégrés. Et lors du lancement de ces plateformes-là, bien, il y a une partie d'apprentissage. Hein. L'utilisateur employé doit s'approprier la nouvelle interface, éventuellement être formé, mais avec les logiciels infonuagiques, maintenant, souvent la formation, on essaie de la réduire le plus possible. Puis, il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont émerger sans même vous amener une formation. Par exemple, pensez à Gmail. À chaque fois qu'on vient modifier l'interface, on ne vous donne pas un cours de formation complet sur la nouvelle fonctionnalité. Donc, l'idée, c'est de voir comment on est capable de créer des formations très efficaces sur des nouvelles fonctionnalités lors de lancement d'une application ou d'une mise à jour. Et ce qu'on a eu l'occasion de faire avec notre partenaire, c'est tester auprès de vrais utilisateurs, des gens qui n'avaient jamais encore utilisé la plateforme, une première version d'une vidéo de formation pour onboarder les utilisateurs. On a ensuite collaboré avec eux pour modifier suite à l'analyse des pain points et de relancer, d'en faire une nouvelle et de voir à quel point on pourrait être capable de réduire avec juste quelques utilisateurs, d'être capable de réduire les nombres de points de friction, parce que chaque point de friction, finalement, c'est peut-être ensuite des centaines ou des milliers d'utilisateurs qui vont être amenés à utiliser l'interface. Et si on est capable de régler certains petits bobos au départ, bien, c'est plein de coûts, c'est immense là, au niveau de l'implantation, qu'on peut sauver ensuite en réaction négative suite à l'implantation du logiciel. Donc, visuellement, ce que vous voyez ici, là, c'est à gauche et à droite la version initiale et la version améliorée, qui ont été testées avec essentiellement le même nombre de sujets et où on a été capable de mesurer précisément l'occurrence des points de friction, d'utiliser ensuite le regard des chercheurs pour aller voir qu'est-ce que vivait l'utilisateur au moment de ces points de friction-là, lui donner une méta de qualifier le problème, ensuite de regarder les problèmes les plus récurrents et d'informer l'équipe de conception des vidéos pour créer cette nouvelle version-là et le retester. Et ce que ça donne, c'est ce qui est d'un point de vue très quantitatif, mais en même temps rassurant sur l'efficacité du groupe de design, c'est de dire que les points de friction importants, par exemple, ont réduit de 75 % et que des plus modérés ont réduit d'à peu près 30 %. Donc, l'idée, c'est qu'on est capable d'associer un marqueur de performance, essentiellement, sur l'exercice de design, puis de montrer que, finalement, on a peut-être sauvé plusieurs éléments importants qui auraient apparu lors de l'implantation et qui auraient pu causer, une difficulté d'adoption, mais qui ont été sauvés lors du test utilisateur à l'avance en faisant l'exercice d'identifier les pain points. On comprend très bien que là, on vient vous présenter comment faire des pain points avec des mesures neuroscientifiques, puis on est tout seul à avoir un lab. Il y en a de nos partenaires qui en ont. Deloitte a son lab, Desjardins a son lab, Banque nationale a maintenant un lab. Donc, l'idée, c'est qu'on voit émerger dans l'industrie des utilisateurs, des techniques qu'on a développées ici à HEC puis au Tech 3 Lab. Mais on aime finir ce genre de conférence-là en faisant un petit wrap-up en disant, en mettant de l'emphase sur le fait que si vous n'avez pas ces outils-là à la maison, ce n'est pas une excuse de ne pas tester. Hein? Donc, l'idée, c'est que dans tous les cas, aller à la rencontre de l'utilisateur, c'est vraiment important d'être capable de tester, si ce n'est qu'avec quelques utilisateurs, il y a toujours à apprendre. Donc, l'idée, là, c'est que le message qu'on veut vous envoyer ici, là, c'est que oui, de tester précisément avec des outils presque chirurgicaux pour être capable de trouver des éléments inconscients et automatiques des utilisateurs, c'est important, mais on doit quand même le faire. Et essentiellement, ce que la littérature suggère, c'est que de corriger un problème au moment de la conception et de trouver le point de friction très tôt dans le processus de développement, ça va coûter jusqu'à 100 fois moins cher à le corriger au moment du développement que d'attendre, un peu comme dans le cas de l'implantation de système d'un CRM, plus tard, lorsqu'il c'est auprès des utilisateurs, puis là, la conséquence a eu lieu.
Donc, l'idée ici, c'est qu'il faut se trouver des mécanismes par lesquels on est capable d'apprendre vite, éventuellement d'échouer rapidement pour être capable d'apprendre et de constituer une nouvelle version de notre interface. Et garder en tête que l'objectif, lorsqu'on teste, puis surtout lorsqu'on identifie des pain points, le but, ce n'est pas nécessairement de ramasser tous les pain points. Hein, ça n'existe pas l'expérience parfaite. Et pour faire une analogie bien canadienne, le but, là, c'est de passer à la gratte, puis d'enlever au moins 80% des points de friction. Hein. Donc, si au moins vous êtes capable d'enlever la majorité de la neige par le processus, d'être capable de lancer une application qui, minimalement, vous pourrez recorriger par la suite. Mais si vous avez enlevé 80% de la neige, 80% des pain points, au moins, vous avez une grande partie des coûts, des problèmes enlevés. Ce qu'on observe dans nos propres études, et c'est une étude qu'on a menée aussi avec Deloitte, c'est que ça semble prendre 9 à 10 utilisateurs pour être capable de trouver ces 80% de points de friction-là. Hein, donc, ça ne prend pas un nombre absolument effarant d'utilisateurs pour converger vers la masse critique de pain points. Donc, en testant 9 utilisateurs, ça prend à peu près 2 jours à faire. Là. Vous êtes capable de faire le tour du jardin, comprendre vraiment quels sont les principaux points de friction, puis être capable d'itérer rapidement avec votre équipe. Donc, de le faire rapidement avec peu peut vous donner la loi de Pareto qu'on mentionnait tout à l'heure, le 80% des problèmes. Il y a une façon, on ne vous a pas encore parlé de cette façon-là, mais il y a une façon aussi de protéger les utilisateurs contre les points de friction. Puis ça, on a découvert ça récemment. Plus l'attitude envers la marque est positive, plus forte, plus l'utilisateur expérience ou a ses points de friction tard dans son processus. Okay? Fait que vous protégez votre utilisateur des points de friction si vous avez une marque forte. Donc, j'aime votre marque, je frustre moins vite quand je suis en interaction avec vous. J'aime moins votre marque, j'aime pas votre marque, le point de friction il va apparaître vraiment vite dans mon interaction parce que mes attentes, mes perceptions sont vraiment plus neutres ou négatives. Donc, c'est pas juste l'interface, c'est ce que la personne ressent même avant d'utiliser l'interface qui va faire en sorte que peut-être que les points de friction, ils vont arriver plus tard, ils n'arriveront pas ou ils vont arriver plus tard. C'est-à-dire que le marketing, c'est encore important. Le marketing, c'est tout. C'est tout. C'est tout. On voulait vous laisser avec l'analogie du gant de hockey, mais aussi l'idée que notre rôle, lorsqu'on fait des tests rapides et dans des contextes agiles, c'est donc d'enlever 80% de la neige. Puis souvent, ça veut dire d'adoucir le point de friction. Hein? Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a besoin de complètement l'enlever. Hein? Il y en a certains qu'on veut enlever, on veut casser la mine du crayon. D'autres fois, c'est juste l'adoucir un tout petit peu parce que, à un certain moment, d'être capable d'arriver avec une version initiale d'un produit, tester le marché, c'est important, et d'éviter, par le processus de chercher les points de friction, de chercher la perfection, peut aussi ralentir nettement la mise en marché de notre application. Et le dernier, je viens de vous en parler, évidemment. Protéger l'utilisateur en faisant du marketing. Merci beaucoup pour votre attention.